Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bonjour, merci Chélie d'être là. Donc, pour remettre un peu le contexte, j'ai fait donc un épisode de podcast tout début octobre pour parler justement de Octobre Rose et j'ai parlé de toi dans mon podcast et puis j'ai dit que je serais honorée que tu viennes témoigner sur le podcast. Donc c'était un podcast pour parler justement de l'autopalpation et faire un peu référence à à ce mois particulier, en tout cas où on met en lumière un peu plus le cancer du sein. On aurait bien besoin de mettre en lumière beaucoup de choses, et puis pas forcément toujours de cette manière-là, mais j'en ai quand même profité cette année pour en parler. Et puis du coup, je me suis dit que c'était l'opportunité de discuter avec toi. Donc Chélie, elle est sage-femme. Chélie, elle a travaillé à la maison de naissance pendant quand même quelques longs mois. Je dirais que peut-être 1 an et demi ou 2 ans, à peu près. Un peu moins, ouais. Je pense qu'on est là-dedans. Hein. Ouais. Comme deuxième sage-femme. D'ailleurs, j'ai de très belles photos de naissance avec toi, qu'il faudra que je te repartage. Ça, tu veux bien? Ah oui, ouais. Clairement. Et du coup, j'aimerais qu'on discute ensemble justement de ton histoire, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que justement, tu fais partie des personnes à qui on a diagnostiqué un cancer du sein assez précocement, puisque tu étais dans ta trentaine. Mm-hmm. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que tu as découvert ça? Oui. Déjà, un grand merci. Je suis honorée d'être à ton micro, en tout cas. Et oui, je suis hyper touchée aussi de pouvoir intervenir dans ce mois d'Octobre Rose, comme tu dis, qui n'est pas si rose que ça. Mais c'est l'occasion de se mobiliser pour une bonne cause. Donc, en fait, il faut juste prendre la balle au bond et aller dans ce sens-là. Comment j'ai découvert ça? Alors, en fait, pour l'ironie de la situation, c'est même pas moi qui l'ai senti, c'est mon conjoint à un moment. Et c'était déjà une grosse boule quand même, quoi. Donc, en fait, une fois qu'il m'a dit, tiens, bizarre, c'est quoi? Là, évidemment... Elle est revenue à toi je me suis dit, mais enfin, comment j'ai pu passer à côté, quoi? En plus, en tant que sage-femme, on a quand même parfois plus de... Je sais pas, on est plus à l'écoute de palper, tout ça, mais en fait, pas du tout. Donc, j'ai envie de dire, on le fait beaucoup chez les autres, mais chez soi-même, exactement. Peut-être pas. Oui, cordonnier mal chaussé, quoi. Pour le coup, oui. Donc, vraiment, c'est ça. Et puis, je me suis même pas inquiétée, en fait, parce que je savais que j'avais souvent déjà eu un peu comme ça des petits kystes, et chaque fois c'était bénin, donc j'allais faire une écho, puis on me disait, oh, c'est rien, voilà. Et donc j'ai pris rendez-vous, mais genre 2 mois plus tard, quoi, sans m'inquiéter du tout. Et en fait, cette fois-là, c'était pas bénin. Ouais. Donc, ouais. Et donc, en fait, t'avais quel âge quand tu t'es rendu compte de ça? 33 ans. 33 ans. Oui. Et il n'y avait pas d'histoire familiale dans ta famille? Rien du tout. Donc rien qui te faisait dire, ou justement, si t'avais eu une histoire familiale connue par rapport à ça, t'aurais été plus alerte et t'aurais pris rendez-vous beaucoup plus précocement, j'imagine. Clairement. Oui, non, il y a des familles comme ça où il y a des histoires et alors il y a un suivi adapté ou en tout cas on peut faire des dépistages et un suivi vraiment spécial. Ici, il n'y a rien dans mon histoire et donc même dans le début du suivi et tout, les médecins m'ont dit « Ah, mais vous inquiétez pas, c'est pas génétique ». Il n'y a rien dans la famille et donc on attend et en fait, je suis la première de toute la famille. Donc oui, il n'y avait pas de signe, rien du tout, quoi. Malheureusement, il y a souvent un premier maillon et cette fois-ci, c'était toi. Oui. Après, c'est une histoire aussi un peu spéciale. Je pense qu'il y a... C'est un peu plus rare. Après, je ne suis pas du tout la seule. Mais mon papa a été adopté et on ne connaît pas... la lignée, à part ma maman biologique qui l'a retrouvée quand j'étais petite,
au décès de sa maman adoptive, mais on ne connaît pas l'arbre généalogique après. Et donc, en fait, ça a joué sûrement parce que potentiellement, il y a quelque chose de ce côté-là et en fait, on ne le connaissait pas. Sachant qu'en fait, ton papa, il a été adopté, mais du coup, ça venait peut-être pas du côté de sa maman, mais plutôt du côté de son papa, enfin génétique. Exactement. Et du coup, en fait, on peut pas trop savoir. Dans la famille de mon compagnon, j'en parlais aussi dans mon épisode sur justement Octobre Rose, là, il y a le même type de mutation que tu as pu découvrir chez toi. Ouais. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a fait tester mon mari, mais on l'a fait tester après qu'on ait eu des enfants, tu vois, un peu les gens qui réfléchissent pas vraiment. Mais voilà, en tout cas, on s'est fait tester. Enfin, on l'a testé en se disant, bon, on espère vraiment qu'il n'y a pas, parce que en plus, tous nos enfants pourraient transmettre ce gène, mais on a en plus 4 filles, quoi. Oui. Donc on était vraiment en mode, oh, j'espère que voilà. Oui. Bon, on a eu de la chance. Il est négatif, mais dans notre famille, enfin dans sa famille, il y a plusieurs femmes qui sont suivies de manière vraiment très très rapprochée, parce que justement, il y a des antécédents. Lui a perdu sa maman d'un cancer du sein. Donc ouais. Voilà. Donc c'est vrai que finalement, t'es la première, mais en fait, t'es la première qu'on découvre, parce qu'il y a peut-être une lignée d'avant qu'on n'était pas au courant, en fait. Sûrement. En fait, souvent, il y a quand même... Oui, c'est génétique, donc il y a une chance sur 2 de le transmettre. Et donc, moi, c'est mon papa, du coup, qui me l'a transmis, ce gène. Et oui, on ne connaît pas d'où ça vient après au-dessus, mais c'était le début. Donc, malgré qu'au début, ça puisse paraître tout à fait extérieur à tout ce qui est génétique, et on m'a dit, mais vous inquiétez pas, mais en fait, on fait le test génétique au début, et puis il faut des mois pour avoir les résultats. Et en fait, ça s'est avéré positif, quoi. Donc, tu étais en cours de traitement quand on s'est rendu compte en fait, qu'effectivement, c'était génétique et que du coup, l'implication n'était pas la même, quoi. Non, pas du tout. Et ça change tout à fait le protocole de soins, en fait. On passe de peut-être juste une chirurgie, enfin juste entre guillemets évidemment, mais une chirurgie de tumorectomie, on retire juste la tumeur, à en fait, à partir du moment où on porte une mutation génétique comme ça, il y a des précautions à prendre différentes et la chirurgie est différente si on a envie d'aller dans une chirurgie prophylactique, en tout cas pour le côté pas malade. Et donc, et même le côté malade, au lieu de retirer la tumeur, on conseille, on recommande en tout cas de retirer tout, donc une mastectomie complète, pour éviter en fait que ça revienne, quoi, parce qu'il y a un haut risque de cancer avec cette mutation. Donc on a un risque de 80%, enfin c'est des statistiques, après les stats, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un risque de 80% de développer un cancer du sein. Et donc c'est vrai que moi, on a appris ça 4 mois après le début des traitements. J'étais en fin de chimio. Et donc avec tout ce que j'avais enduré, je me suis dit, ouais non, là, je préfère... Moi, je recommence pas ça, non. Quoi. Ah non, vraiment pas. C'est impossible de prendre ce risque pour moi, en fait. Il y a des femmes qui font ce choix et c'est tout à fait légitime. Enfin, on doit chacune sentir ce qui est le plus juste pour nous. Et alors, c'est juste un suivi plus rapproché avec des échographies et IRM plus fréquentes. Et c'est tout à fait possible. Mais alors, il y a aussi quand même un stress très fréquent, du coup. Et ça, il faut savoir aussi le gérer, quoi. Moi, je me voyais pas... Donc en fait, t'as découvert, t'as eu un rendez-vous plutôt un peu plus tard, parce qu'au final, au départ, tu pensais que c'était vraiment bénin, comme toutes les fois où t'avais fait vérifier des grosseurs que tu pouvais avoir. Et puis au final, très rapidement, quand même, le suivi s'est enchaîné très rapidement avec justement la chimiothérapie, etc. Donc t'as vraiment pris le taureau directement par les cornes, quoi. Oui, ça c'était... c'est pas un choix en fait, c'est que souvent quand on porte cette mutation, c'est une majorité de patientes en tout cas, et en plus ça touche du coup les patientes jeunes, ça c'est aussi une explication. Après c'est que 5 à 10% de cancers génétiques héréditaires, donc c'est une minorité forcément par rapport à toutes les femmes touchées, mais souvent quand on porte cette mutation, ça nous touche très jeune. Et donc dans les lignées, on voit qu'en fait c'est des femmes qui ont été toujours touchées très très jeunes, dans la trentaine, avant 40 ans même, voilà. Et donc moi c'était le cas, et en fait plus on est jeune, plus on est en forme, les cellules se développent super vite. Et donc en fait c'est souvent un cancer très agressif. Et donc c'était le cas, il y a plein de stades du cancer et de formes, hormonales, non hormonales, et en fonction, le protocole de soins est différent aussi.
Et dans mon cas, c'était vraiment le plus agressif et le plus avancé déjà. Et donc, en fait, pendant l'examen de l'échographie, j'ai vu la radiologue faire une tête vraiment où je me suis dit ça n'a pas l'air très bon. Ça, c'est pas bon. Et d'abord, elle disait rien, donc moi j'étais très cool, j'avais encore des patientes, même l'après-midi et tout, donc je n'étais pas du tout dans le truc. Et puis elle m'a dit, on va passer juste à côté, faire une mammographie directement, donc ça j'avais jamais fait. Et je me suis dit, oui, autant être sûre. Et puis directement, on revient de la mammographie, elle me dit, on va biopser directement. Moi, j'avais aucune connaissance de tout ça. Et je me suis dit, c'est pour être sûre. Elle me dit, oui, on doit être sûre, évidemment. Donc, elle fait la biopsie, elle pique à plein d'endroits, ça fait quand même un peu mal. Donc, déjà, je me dis, c'est pas hyper agréable, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et puis, je commençais quand même un peu à stresser. Et elle m'a dit, voilà, on aura les résultats dans une semaine, je pense, pour avoir la biopsie. Et là, je commençais quand même à paniquer. Et donc, je lui ai dit, est-ce que je dois m'inquiéter ? Et elle m'a dit, mais en fait, je peux pas vous dire de ne pas vous inquiéter. Et ça, par contre, c'était trash parce que je me suis dit, mais quoi, moi, je suis pas venue pour ça, en fait, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais juste être rassurée. Oui, ouais. Exactement. Et donc ça, c'était vraiment l'horreur. Et donc là, je suis partie. Et en plus, comme on fait la biopsie, on a un peu des consignes de faire attention. Il y a plein de pansements. Elle avait biopsié à 7 endroits. Donc vraiment, j'avais des bleus partout. Enfin, déjà, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et puis là, j'ai perdu pied, j'étais un peu dans le déni, j'étais voir mes patientes, j'étais complètement à côté de la plaque et je suis partie en fait une semaine chez ma meilleure amie en Hollande pour changer d'air, j'ai annulé toutes mes consultes et je me suis dit pendant une semaine il faut que je puisse me vider la tête parce que c'est un peu horrible, c'est une des pires périodes je trouve quand on ne sait pas parce que du coup on se fait tous les films possibles et imaginables évidemment. Et donc, je suis partie, on a été un peu se balader, essayer de se changer les idées. Après, elle m'a dit qu'elle avait un super mauvais feeling aussi. En fait, tout mon entourage avait un très, très mauvais feeling. Mais ce qui est très bizarre, c'est que moi, même si j'avais un très mauvais pressentiment aussi, à aucun moment, je me suis dit, c'est un cancer. Pourtant, c'est complètement absurde parce que ça pouvait pas être 1 million d'autres choses. Mais je sais pas, je sentais que c'était mauvais. Mais en fait, je me suis dit, ouais, non, d'office, je suis jeune... c'est impossible, quoi. Enfin, à aucun moment, je me suis dit, ça peut être ça. Et puis, je suis revenue plus tôt. J'avais même une formation en homéopathie le jeudi, donc le 3 février 2023. J'ai eu ma biopsie. Et le 9 février, donc 6 jours après, quoi, j'étais en formation avec d'autres sages-femmes chez Boiron, pour ne pas les citer, en homéopathie. Et là, il y a mon gynéco qui m'appelle pendant la pause midi et qui me dit, en fait, je dois vous parler de toute urgence. Et là, moi, je bug complet parce que je me dis, mais mon gynéco, je ne l'ai même pas vu. Je l'ai même pas prévenu. Exactement. Il n'était pas du tout au courant. Pourquoi c'est lui qui m'appelle, quoi. Et donc, j'ai rappelé, je dis, mais quoi limite, je fais même pas trop le lien, quoi. Je me dis, mais pourquoi il m'appelle, quoi j'étais un peu dans le déni, quoi, d'office. Et là, il me dit, mais en fait, je dois vous voir, je peux vous voir samedi. On était jeudi, je dis, non, en fait, là, si vous devez me voir et que c'est urgent, je peux pas attendre samedi, en fait, ça doit être aujourd'hui. Parce que je dis, j'entends qu'en fait, c'est pas bon. Il me dit, non, en effet, c'est pas bon, et je peux être dans 30 minutes à l'hôpital, est-ce que vous aussi ? Et là, par contre, c'est là que... Là, je me suis effondrée, et là, j'ai eu vraiment l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds, et que là, j'étais plus là, en fait. Et donc, j'ai quitté la formation, j'ai demandé à mon conjoint L'hôpital était à 5 minutes de chez nous, en fait. On habitait juste à côté. Et donc, je lui ai dit, en fait, dans 30 minutes, on doit être à l'hôpital. Il a quitté son boulot. Enfin, c'était... Voilà. Et c'est là, en fait, je pense que... Avec le recul, et les psys et tout disent toujours, quand on a un événement comme ça, on est dissocié complètement. Et en fait, à partir de là, moi, j'étais plus là. Déjà, à partir de ce moment-là, j'arrivais même plus à conduire, j'ai fait que pleurer, et je n'arrivais pas, en fait, à me faire à l'idée. Et donc, avant de rentrer dans le cabinet, en fait, intérieurement, je le savais déjà que c'était ça. Et donc, on a été avec mon conjoint, et là, je voulais pas rentrer dans le cabinet. Donc, c'était... c'était tout un truc aussi.
refusé pendant un bon petit temps de rentrer dans le cabinet parce que je savais ce qui m'attendait, en fait, je pense. Mon esprit savait, en tout cas. Et voilà, donc là, il nous a annoncé, voilà, il était tout aussi surpris que moi parce qu'il m'avait vu il n'y a pas longtemps et tout allait bien. Et donc, il était très surpris aussi. Et très vite, il m'a expliqué que j'allais être prise en charge par l'équipe. C'est une équipe pluridisciplinaire de la clinique du sein. Donc, dans tous les hôpitaux, les grands hôpitaux, en tout cas, il y a une clinique du sein. Et donc, c'est vraiment, on est pris en charge. Il n'y a pas du tout qu'un médecin. Il y a toute une équipe qui décide en concertation et tout ça. Et en fait, ça s'est enchaîné en une semaine. Donc, en une semaine, on a tous les examens sanguins, le PET scan, le fameux PET scan qui, en fait, est l'examen pour savoir où en est le jamais cancer. Il y a des métastases. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est pour savoir justement si ça s'est propagé ou pas. Et ça, c'était ce qui m'a stressée encore le plus parce que du coup, avant les résultats du PET scan, moi, quand il m'a annoncé ce mot cancer, en fait, la première chose que j'ai vue, c'est en fait, je vais crever, quoi. On a vraiment ce truc où le mot cancer est associé à la mort. Complètement. Ouais, clairement. Vraiment. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est pas possible, quoi. J'ai 33 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle, je suis épanouie dans le boulot, tout va bien. On voulait justement avoir un bébé. Et en fait, là, on m'annonce ça, mais en fait, mais c'est quoi cette histoire, On quoi. est où, là? Ouais. C'est impossible à se dire que c'est vrai. En fait, ça n'arrive qu'aux autres, en fait. On entend toujours des histoires, mais on se dit pas, mais moi, quoi, comment c'est possible? Et donc, ouais, c'était vraiment... ça, c'était ma première peur. Et puis la deuxième, c'était je vais perdre mes cheveux. Et en fait, ça aussi, ça peut paraître peut-être superficiel, parce que plein de gens me disaient ouais, mais t'inquiète, de toute façon, tu vas combattre ça, puis ils vont repousser plus beau. Alors, il y a des mythes comme ça, qu'on dit. Ils repoussent plus beau, plus fort, et c'est super après. Et c'est vrai, hein. Donc, en l'occurrence, ils repoussent plus beau, ondulés alors qu'ils étaient lisses, tout ça, c'est génial. Mais sur le moment même, en fait, on s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est quand même perdre ses cheveux, quoi. On veut pas perdre ses cheveux. Et je crois qu'on a tout un rapport différent à ça. Mais en l'occurrence, moi, ça, c'était la fin du monde, quoi, d'imaginer... parce que ça montre vraiment que t'es malade, en fait. Ça, Après, ça montre aussi que c'est le produit qui soigne. Il faut le voir comme ça aussi. Ça, on me l'a dit après. Et je trouve que c'est une chouette façon de voir la chimio. C'est que justement, on combat et que ça soigne. C'est pour ça qu'on perd les cheveux. Mais sur le moment même, ouais, on a l'impression que le monde s'effondre, quoi, complètement. Et en une semaine, tout s'enchaîne. Les résultats du PET scan, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que c'était localisé. Donc ça s'était pas propagé. Donc ça, c'était une nouvelle. Je sais qu'après ça, j'étais vachement soulagée, quoi. On a moyen, peut-être qu'on va pouvoir le combattre. Complètement. Et en fait, après, le médecin m'a dit justement, voilà, on explique vraiment la tumeur, le protocole. C'est quelque chose de tellement fréquent qu'en fait, eux, ça n'a rien d'exceptionnel et ils savent très bien comment on va la soigner. Et ils m'ont dit, voilà, le protocole, il est très clair et on commence dans 3 jours, quoi. Donc, paf, vous allez au bloc, on va mettre un porte-à-4 pour une chambre implantable pour mettre les chimios. Et lundi, on commence les chimios, quoi, et c'est parti. Et donc, en fait, on n'a pas le temps de se faire à l'idée, parce qu'à peine on reçoit la nouvelle, qu'en fait, hop, le train démarre, quoi. Et donc, ça, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, le pire, c'est l'attente. Et donc, il y a toujours cette image un peu, on est sur le quai de la gare, on attend, on se fait tous les films. Et puis, en fait, une fois que le traitement commence, on rentre dans le train, et en fait, on y va. Et à partir de là, c'est... Moi, je me suis laissée... Tu t'es laissée porter. Ouais. Parce que j'étais plus trop là, en fait. Ouais. Donc là, j'ai fait confiance et je me suis dit, voilà, on va me soigner. Et c'est une chance, en fait, de pouvoir être soignée. Et on y va, quoi. Et, ouais. Et donc, chimio, un peu un parcours classique, entre guillemets. Mais comme j'étais jeune... Une des premières préoccupations pour moi, c'était ma fertilité. Plus en tant que sage-femme. C'était quand même une de mes premières questions après les cheveux, quoi. C'était quand même d'abord les cheveux. Mais après, j'ai directement demandé pour ça. Et là, le médecin m'a dit, mais il n'y a pas de problème, on va préserver votre fertilité. Et donc, il y a évidemment cette possibilité de congeler les ovocytes. Et ça, on le dit souvent. Ça aussi, c'est quelque chose où
Maintenant, je me dis, il faut faire attention, en fait, parce que chaque cas est différent, chaque patiente est différente, vraiment. Parce que dans beaucoup d'épisodes ou quoi, j'entends, ben voilà, on est jeune, d'office, on préserve la fertilité, d'office, tout va bien. Puis en fait, c'est pas toujours le cas. possible aussi, quoi. Et donc, dans mon cas, malheureusement, après 3 jours, on s'est rendu compte que j'étais en ménopause précoce, venue aussi de nulle part, parce que j'avais encore des cycles. Mais c'est la mutation qui fait ça aussi, dans certains cas. Et donc, ils n'ont pas eu le temps, en 3 jours de PMA, de seringues avec les hormones, tout ça. Il n'y avait pas les follicules qu'il fallait, en fait. Ils n'ont rien su prélever. Et donc, en 3 jours, le gynéco m'a dit, mais en fait, on doit commencer la chimio. Il n'y a pas le temps d'attendre. Et je ne sais rien prélever. Et donc là, c'est un peu double peine, parce qu'on se dit... ok. Ça veut dire que même si je m'en sors, en fait, après, faire un bébé, ça va devenir plus compliqué, quoi. Oui, beaucoup plus compliqué. C'était pas un non, mais c'était... voilà, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, et tous les feux sont pas, en tout cas, ouverts, quoi. Donc ça, ouais, c'était compliqué, quoi. Ça m'a vraiment mis très en colère, mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Et donc, en fait, je l'ai mis dans un coin de ma tête, et je me suis dit, d'abord, il faut combattre. Et donc là, en fait, on se laisse guider, juste pour se faire soigner, quoi. Donc cette mutation-là, le BRCA, c'est vrai que c'est quelque chose dont on a entendu parler quand ça a été un peu médiatisé avec... c'était cette actrice... Angelina Jolie, oui, c'est ça, qui avait décidé justement de faire une double mastectomie pour justement ne pas développer ce cancer. Et... c'est bien parce que du coup on en a parlé un peu, mais c'était un one shot, puis après on n'en parle plus. C'est vrai, complètement. Mais clairement, dans les familles où il y a des antécédents de ce type-là, c'est quand même hyper important de pouvoir se tester et tester tous les gens de la famille, pas seulement les femmes. Oui. Ça, c'est peut-être un message qu'on doit passer dans cet épisode-là, c'est de dire tous les membres d'une famille ou qui est touché par ce type de mutation peuvent faire ce test pour savoir s'ils sont porteurs ou non et si du coup ils risquent de le transmettre eux-mêmes ou s'ils risquent de développer eux-mêmes la maladie. Oui, parce que les hommes peuvent transmettre le gène et être porteurs, quoi. Et donc ils sont plus à risque aussi de cancer du sein, parce que les hommes peuvent avoir un cancer du sein, ça c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas. Qu'on ne sait pas parfois et qu'on ne dit pas, c'est vrai. Et c'est 1%, je pense, donc c'est vrai que sur 100 femmes, c'est un homme, quoi, mais quand même. Donc il y en a. Et être porteur et transmettre, une chance sur 2 en fait de transmettre le gène. Donc oui, c'est important que tout le monde puisse être testé quand il y a un historique comme ça familial. C'est d'autant plus important d'en parler. Il y a des oncogénéticiens en fait dans les hôpitaux et qui peuvent donner toutes les infos et toutes les procédures de dépistage et de comment on fait. C'est un test sanguin, donc... Ouais, c'est pas invasif, c'est juste une prise de sang. Oui, tout et à ça fait. permet de savoir justement si jamais on a besoin d'un suivi plus régulier et précoce aussi. Et si jamais on doit être attentif justement pour soi-même ou pour ses proches. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Très, très important à dire, oui. Et c'est plus à risque de cancer du sein pour les hommes, mais c'est aussi de la prostate. Enfin, c'est intéressant, en fait, d'avoir un dépistage complet, en fait. Il y a vraiment un suivi... pour les personnes un peu plus à risque. Plus à risque, ouais. Complètement. Donc, voilà. Ton papa, comment est-ce qu'il a pris le fait d'apprendre qu'il t'avait transmis ce gène ? Ça a dû être aussi toute une... Oui. Ah oui, non, ça a été très compliqué. Du coup, moi, j'ai commencé les traitements en février et on a eu les résultats en juin. Donc oui, j'étais sur la fin des chimios et on ne s'y attendait pas, en fait. Moi, je pensais pas que ça mettait tellement de temps à avoir les résultats de ce test sanguin. Tu te disais que s'il n'y avait pas de nouvelles, c'était bonne nouvelle. Un peu. Et surtout que les médecins m'avaient dit, il n'y a rien, donc il y a quand même peu de chance. Et donc moi, j'avais sorti ça de ma tête parce que c'était déjà trop, quoi. Mais ils n'avaient pas notion, justement, que ton papa était adopté ou Eh bien, si. Mais on n'a pas trop pensé à ça, quoi. Et c'est vrai que j'entends encore le médecin me dire, mais il y a vraiment peu de chance, il n'y a pas d'historique familial, donc ce sera sûrement pas génétique. Moi, je me suis dit, c'est très bien, enfin, une chose à la fois, on ne sait pas avoir tout en même temps. Donc, moi, j'étais dans les chimios, dans tout ça. Et mais à chaque fois que je voyais l'oncologue, c'était quand même une petite pensée qui revenait. Et on est suivi avant chaque chimio, donc toutes les semaines. Et puis, d'abord toutes les
2 semaines et puis toutes les semaines. Et à chaque rendez-vous, je disais, vous avez les résultats génétiques? Puis elle me dit, ah ben non, pas encore. Moi, je me dis, ok, de toute façon, ce sera négatif, donc c'est pas grave, quoi. Et puis c'est vrai qu'un jour où je m'y attendais pas et où j'ai pas demandé si on avait les résultats, on avait les résultats. Et donc, et là, elle m'a dit, voilà, on a les résultats, mauvaise nouvelle, en fait, contre toute attente, c'est... Et là, c'est là qu'on a... mes parents ont été contactés par l'oncogénéticienne pour faire la prise de sang eux-mêmes et pour voir qui m'a transmis ce gène. Donc en fait, on ne savait pas encore à ce moment-là que c'était mon papa. Et c'est plus rapide quand c'est ciblé. Oui, parce qu'on du coup, on connaît la mutation et on peut la cibler. Donc, c'est ça, tout à fait. Donc moi, c'était long, mais une fois qu'on sait et qu'on cherche que celle-là, ça va plus vite. Et donc mes parents, eux, ils ont eu les résultats, je pense 2 mois après, même pas. Et c'est l'oncogénéticienne qui annonce. C'est aussi un rendez-vous où elle annonce, où j'étais pas présente. Elle leur a annoncé à eux. Et puis après, voilà, moi, on n'en a pas beaucoup parlé avec mon papa à ce moment-là. Je sais que ça a été hyper dur pour lui parce que comme il était adopté justement, je sais même que pendant la grossesse de ma maman, c'était une crainte qu'il me transmette des choses. Et mais qu'il ne sache pas quoi. Exactement. Il était hyper anxieux. Et apparemment, c'est même pour ça qu'ils n'ont pas eu d'autres enfants, parce que ça a été vraiment trop dur pour eux. Et puis, en fait, finalement, la vie fait qu'on ne maîtrise pas tout, quoi. Et 33 ans plus tard, en fait, voilà. Mais c'est là, c'est comme ça, et il n'y peut rien. Non, c'est important ça de le dire parce que, alors c'est le cas pour cette mutation-là, mais moi j'ai beaucoup travaillé aussi par exemple sur la neurofibromatose parce qu'on a une de nos nièces qui est porteuse de cette maladie. Et pareil, des gens qui parfois découvrent leur maladie en fait quand leurs propres enfants développent des symptômes parfois plus importants qu'eux. Ouais. Et du coup c'est aussi beaucoup de culpabilité, puis il y a aussi ce que maintenant on sait, puis ce qu'on savait à l'époque, ça change en fait, les discours changent au fur et à mesure au niveau médical et du coup on n'est pas conscient réellement du risque, de ce qu'on risque réellement de transmettre, etc. Et c'est beaucoup de culpabilité en fait pour les parents qui transmettent quelque chose de cet ordre-là, alors qu'en fait on n'en est pas responsable comme on n'est pas responsable de la couleur des yeux, des cheveux, du teint de peau, c'est une réalité. Donc c'est vrai que c'est important. Mais je pense que du coup, vous avez eu un accompagnement ensemble ou comment est-ce que ça s'est passé? Parce que du coup, il y a une association, j'ai vu que tu portes le t-shirt aujourd'hui, justement. Oui, justement. Mais ça, c'est tout récent comme association. Donc, elle a été créée par notre présidente Martina il y a début 2024. Donc, en fait, moi, quand j'étais dans mon parcours de soins, ça n'existait pas encore. D'accord. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Ça, j'aurais vraiment bien aimé l'avoir parce que c'est une association, on est toutes porteuses, mais jeunes. Et donc, c'est parfois une association différente d'autres associations qui peuvent exister, où il y a tous les âges qui se mélangent dedans, ce qui est super aussi. Mais c'est vrai que moi, je trouvais des problématiques auxquelles je ne m'identifiais pas dans certaines associations avec des femmes plus âgées qui avaient déjà leurs enfants, qui avaient déjà peut-être déjà ménopausées. Du coup, c'était des autres problématiques de vie. Et donc, c'est vrai qu'ici, je suis contente, en tout cas très contente que cette association existe pour que maintenant, on puisse être présente pour des patientes mutées, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas avec cette problématique précise, quoi. C'est toutes les mutations qu'on couvre, donc pas que BRCA, parce que malheureusement, il y en a d'autres. Mais donc ça, il n'y avait pas à l'époque pour nous accompagner avec mon papa. On nous propose un suivi psy d'office à l'hôpital, dans cette équipe pluridisciplinaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, au moment même, en fait, il n'y a pas eu la place, en fait, je pense, pour s'en préoccuper, parce que j'étais pas bien, en fait. En fin de chimio, souvent, le corps est affaibli, fatigué, oui. Très fatigué d'avoir pris tout ça. C'est quand même un traitement vachement lourd. Et donc, en fait, il n'y a pas eu l'espace à ce moment-là pour ça. En plus, j'ai dû directement choisir, entre guillemets choisir, parce que ce choix, c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu, mais c'était un choix, mais j'ai dû choisir la chirurgie quand même. On m'a dit, voilà, est-ce que vous faites le choix d'enlever juste la tumeur, ce qui était l'objectif depuis le début, ou on change et on passe sur la mastectomie, et est-ce qu'on fait mastectomie que du côté malade, ou aussi des deux côtés. Et moi, c'est vrai que ce choix, je trouvais que pour moi, c'était pas un choix, mais directement,
la question ne s'est pas trop posée. J'ai dit, on enlève tout. Mais du coup, j'ai eu 1 mois, en fait, pour décider, ce qui n'était pas très long, donc pour avoir un deuxième avis, pour avoir, voilà, tout ça. Et donc, ce n'était pas le moment d'en discuter avec mon papa. Je me doutais que c'était dur pour lui. Mais en fait, pendant tout ce parcours, c'était vraiment une période de ma vie où, en fait, je ne savais plus penser à autre chose. Donc, en fait, c'est la première fois, et c'est ça aussi un des enseignements que j'en ai tiré, mais c'est que j'ai dû apprendre à penser à moi d'abord, avant de me tracasser les autres. Et je ne savais pas, en fait. C'était impossible. Tout était trop dur. Bien sûr. Qu'en fait, la seule façon de tenir la tête hors de l'eau, c'était que je me concentre que sur moi et au jour le jour. Vraiment. Un jour à la fois. Un petit pas à la fois. Tout à fait. Vraiment. Et donc, en fait, la question ne s'est pas posée. Je savais que c'était dur, mais je me suis dit, comme plein d'autres choses, ben voilà, plus tard. Ouais. On en parlera plus tard. Et on verra plus tard. C'est ça. Et donc, après, plus tard, on a eu l'occasion d'en parler. Et j'ai eu l'occasion de lui écrire une lettre parce que c'était plus facile que d'en parler. Et je sais qu'il a beaucoup de culpabilité, qu'il en a eu, mais j'ai pu lui dire plusieurs fois qu'évidemment, il n'y était pour rien, que je n'avais aucune rancœur ou quoi que ce soit, parce que je sais très bien qu'en fait, il n'y est pour rien, enfin, comme tout parent qui transmet, voilà. Mais malheureusement, c'est une culpabilité, je pense, pour les parents, évidemment. On veut le meilleur pour ses enfants, puis une fois qu'on voit son enfant souffrir, être malade, etc., c'est dur. Mais il a été là, par contre, évidemment, comme ma maman aussi, pendant tout le parcours, il m'accompagnait en chimio, tout ça. Et donc, en fait, même si on ne parlait pas, il était là. Et en fait, être là, c'est le plus important. Ouais, avoir du soutien, de la présence, des gens qui sont là pour montrer qu'on compte et puis qu'on peut compter sur eux, quoi. Complètement, oui. Waouh, quelle histoire! Donc maintenant, si on regarde, donc maintenant on est en 2025, fin 2025, où est-ce que tu en es dans ton parcours? Ok, et ben du coup, on est fin 2025, je suis en rémission depuis un peu plus de 2 ans, parce qu'en fait, quand on a la chance d'entendre qu'on est en rémission, parfois c'est assez rapide, ça dépend. Dans mon cas, c'était rapide, je m'y attendais pas si vite, parce que dès que les traitements très lourds sont finis et qu'à la chirurgie, en fait, justement, à cette double mastectomie, ils analysent ce qu'ils ont retiré. S'il n'y a plus du tout de traces de cancer, en fait, on a ce statut de rémission. Tout à fait. Et donc moi, c'était en août 23. Donc en fait, au moment où j'étais vraiment au bout du rouleau, vraiment complètement, complètement parce qu'en quelques mois, en fait, là, tu as tout vécu. C'est ça. Hein, les chimios, les mastectomies, enfin voilà. Et puis, à la fin de ce parcours ultra difficile, c'est là où on te dit que tu es en rémission. Mais oui. Et je pensais que c'était plus long, moi. Enfin, je m'y attendais encore une fois pas du tout que ce soit à ce moment-là. C'était au résultat de la chirurgie. Donc, j'étais encore avec tous mes pansements, plus de cheveux. Enfin, j'étais à plat, vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on me dit, mais en fait, voilà, bonne nouvelle. Donc, super nouvelle, vraiment chance incroyable. Et donc ça, c'était en août 23. Mais j'avais encore l'immunothérapie, qui est un parallèle que moi j'ai eu comme traitement, encore 6 mois. C'était 1 an d'immuno, donc 1 an encore quand même en tout de traitement, où il fallait quand même aller encore à l'hôpital. C'était aussi encore dans la chambre implantable, dans la même salle que les chimios, donc encore ça jusqu'en janvier. Et puis une ménopause artificielle, encore un petit temps aussi, parce qu'on fait ça pour protéger les ovaires, justement. Ils ne savent pas trop, donc on essaye de protéger les ovaires de tous ces produits hyper agressifs. Et alors, pour la mutation, ça, on a la chance maintenant d'avoir une thérapie ciblée qui est sortie aussi assez récente. Et donc ça, c'était encore 1 an après le diagnostic de rémission. Et donc finalement, moi, tous les traitements l'un dans l'autre, c'était jusqu'à août 24. Oui, 2024, donc ce qui ne fait pas il y a si longtemps. Et, et donc maintenant, ça va, mais c'est en fait que depuis très peu de temps que ça va. Parce que ce à quoi je n'étais pas préparée non plus, qu'on m'avait dit, mais alors, encore une fois, on ne peut pas l'entendre, parce qu'on peut entendre qu'une chose à la fois. On ne sait pas voir direct toute la montagne, et voilà. Mais des patientes m'avaient dit que le après était compliqué. Et moi, je me suis dit,
pire que la chimio, tu vois. Enfin, il y a un moment, c'est pas Ouais. possible, quoi, tu vois. Donc, non, en fait, le après, il va être d'office beaucoup mieux. Ça, c'est clair, c'est impossible. Ben, en fait, le après, vraiment, j'ai eu du mal aussi, en fait. Parce que justement, ben, c'est un peu cette image aussi au moment où on dit, ah, ben voilà, vous êtes en rémission. Trop génial. Tout le monde est hyper content. L'entourage est soulagé. Moi aussi. Mais en fait, c'est un peu le moment comme le soldat qui revient de la guerre, quoi. Et un peu dans le même état. Parce qu'en fait, c'est le moment où t'es au bout du bout, quoi. Et donc, t'es en rémission et tout le monde se dit, ah, c'est fini. On va tourner la page parce que c'était vraiment dur pour tout le monde. Et donc maintenant, on passe à Il y a autre chose, Voilà. la suite. la suite. C'est fini. Mais sauf qu'en fait, comme tout s'enchaîne tellement, ben en fait, le après, c'est le moment où petit à petit, on va pouvoir digérer tout et se prendre aussi parfois un peu tout ça et réaliser l'ampleur de ce qu'on a traversé. Et ça, en fait, maintenant, je connais énormément de patientes qui ont eu le même vécu. C'est que le après est très compliqué, en fait. Ouais. Et on se sent souvent incomprise aussi parce que l'entourage, justement, ne veut plus trop en parler. On veut vraiment passer à quelque chose de plus joyeux, de plus positif. La vie continue, tout va bien, en fait. Et donc, si là, on exprime que ça va pas, ben souvent, les gens disent « Mais pourquoi ? Parce que maintenant, c'est fini, en fait. Ouais. Tout va bien. » Tout doit retrouver sa place. Oui, tout Sauf doit que- retrouver sa place Ouais. et vite. C'est important parce qu'il faut que les gens puissent voir aussi que maintenant ça va. Mhm. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça. Les épreuves dans la vie, ça prend du temps à être À assimilé. processer et ouais, clairement, Comme, à pouvoir ouais, sortir la tête de l'eau aussi, puis Ouais. se rendre compte du chemin qu'on a traversé, parce que là, en fait, limite, c'était de la dissociation pendant des mois. oui, oui, vraiment. Parce qu'en fait, t'as fonctionné parce qu'il fallait le faire, Ouais. tu t'es battu, voilà. Mais en même temps, t'as subi beaucoup de choses Ouais. parce que c'était nécessaire, mais en attendant, tu as subi tout ça. Oui. Après, il faut se relever, quoi. Oui. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, comme parfois il y a des patientes où ça prend pas de temps parce qu'elles veulent reprendre leur vie exactement comme elle Là où était. elles étaient. Et ça, c'est un choix aussi. En fait, il n'y a aucune solution. Mm. Il n'y a aucune recette miracle, aucun. Tout le monde est Oh. différent. Voilà, bien Clairement. sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait ? En fait, on fait comme on peut. Et donc, je connais des patientes qui ont repris leur vie où elle était, leur boulot où était, et qui, en fait, n'ont plus jamais voulu parler et aborder le mot cancer. Et en fait, c'est super. Si elles y arrivent et que ça fonctionne pour elles, génial. Moi, j'ai pas réussi. En tout cas, ça, c'était pas possible parce que ça avait tellement... Remuer beaucoup de choses. Tout. Ouais. qu'en fait, c'était impossible, en fait. Et ça m'a remis dans ce questionnement de justement, qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Quelle place je m'octroie aussi dans ma vie ? Parce que j'étais dans une relation aussi de soins, comme beaucoup de soignants peut-être aussi, où en fait, même encore pendant mes traitements et tout, je pensais à mes patientes, et je me disais, mais enfin, je l'ai lâché, c'est horrible. Et puis en fait, alors que je devais d'abord me soigner moi, donc je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses à remettre à leur juste place aussi, Mhm. et de qu'est-ce que je voulais pour ma vie, parce qu'en fait, on sent que ça tient tellement à un fil, la vie, qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on veut en fait ? Et c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, en fait, là maintenant je sais plus. J'ai arrêté de travailler, j'ai dû arrêter un moment. Et c'était trop dur aussi de voir des grossesses, d'accompagner ça, avec moi-même, les problèmes de fertilité. Tout s'est un peu emmêlé comme ça. Et donc il fallait processer tout ça. Et ça a mis beaucoup, beaucoup plus de temps que je pensais. En fait, on ne sait pas le temps que ça peut prendre. Non, c'est clair. Mais maintenant, ça va mieux. Et en fait, c'est comme pour tout, et ça continue, c'est un jour à la fois, dans le sens où je m'attendais pas à... J'avais pas décidé tel moment je vais reprendre le boulot. En fait, il y a même un moment où je pense beaucoup de gens ont eu peur que je redevienne jamais sage-femme. Parce que même moi, j'ai dit je ne redeviendrai pas sage-femme. En fait, c'est impossible. Et comme tout, en fait, on processe. Ouais. Et un jour à la fois, on fait vraiment comme on peut. Et en fait... j'ai fait mon chemin et il n'est pas fini, hein, il est encore en cours. Donc l'étape maintenant, potentiellement, c'est un parcours en PMA alors. Vous avez toujours cette envie d'avoir un bébé ? Ouais. Mais du coup, maintenant, c'est le combat de savoir comment est-ce que ça va se passer de ce côté-là, quoi. Oui, tout à fait.
Ça aussi, au début, quand on me l'a dit, je me suis dit, ah non, moi, la PMA, non. Je refusais, ça me mettait tellement en colère, en fait, que ça, je voulais aussi pas le traiter à ce moment-là, le sujet. Et donc, il a fallu le temps d'accepter, de repenser à ce sujet. Parce qu'en plus, je suis hyper branchée, enfin, tu le sais, mais physiologie, tout ça, et donc... de me dire qu'en fait, je vais devoir avoir recours au médical encore pour ça, encore aller dans des hôpitaux. Après tout ça, parce qu'on a aussi un burn-out complet en tant que patient à un moment de l'hôpital, des traitements, des piqûres. Il y a un moment aussi, on a besoin de prendre du recul parfois avec ça. Et donc, c'est depuis un petit temps maintenant, j'ai pu processer ça aussi, accepter la périménopause à 36 ans, me sentir concernée avec des collègues qui vivent ça à un âge plus avancé et avoir les mêmes problématiques de bouffée de chaleur, etc. À 35-36 ans, c'est aussi assez particulier, quoi, de se dire « Ah, mais j'ai plus mes règles. » Waouh, ça c'était aussi tout un sujet, quoi. Et maintenant d'accepter qu'en fait, ben oui, on va avoir recours à la PMA et on va encore une fois faire confiance au corps médical et avec cette idée que si ça doit se faire, ça va se faire en fait. Ouais. Maintenant j'ai un peu lâché parce que ça met beaucoup de pression aussi de se dire on veut un bébé avec un don d'ovocytes dans mon cas parce que la PMA il y a plein de... Oui, il y a plein de choses possibles, tout à fait. Et ici il faut que je reçoive un ovocyte d'une femme qui me le donne vu que comme je suis ménopausée et en plus avec la réserve ovarienne d'une femme ménopausée, voilà. Il n'y a plus rien du tout. Mes règles ne sont pas revenues depuis la fin de la ménopause artificielle, ce qui d'habitude est le cas. C'est vraiment particulier quoi, comme cas. Toutes les situations sont différentes et donc il y a plein de femmes où leurs règles reviennent après la chimio et je n'ai pas envie de les inquiéter non plus avec ça parce que c'est vraiment parce que j'étais déjà en périménopause avant au diagnostic que c'est comme ça. Mais du coup, oui, on va tenter l'aventure. Donc tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est potentiellement d'y arriver et puis de pouvoir fonder la famille que vous vouliez déjà fonder avant ce diagnostic, quoi. Oui, clairement. Ça serait trop bien. Alors il y a une dernière chose dont je voudrais qu'on parle toutes les deux, alors qui n'a finalement rien à voir avec ton histoire, mais une question qu'on m'a posée après mon épisode justement sur l'autopalpation, etc. Comme on est sur un podcast de sage-femme et puis que t'es sage-femme aussi, puis que t'as vécu ça. Moi on m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire de l'autopalpation quand on était allaitante. Oui. Et donc peut-être juste redonner les points de repère sur... à quoi est-ce qu'on doit être attentif ? Parce qu'en fait, on pense sincèrement à chaque fois, grosseur, pendant l'allaitement, il y en a des boules et des... Voilà, parce qu'en fait, la glande est plus ou moins gonflée, etc. Donc ça peut donner cette sensation-là. Et puis, on parle d'écoulement. Puis les femmes qui allaitent, forcément, elles perdent du lait. Oui. Donc est-ce que tu peux mettre un petit peu de la lumière ? Alors, j'imagine que tu n'as pas toutes les réponses. Mais si jamais tu as justement des points de repère pour pouvoir donner des informations par rapport à ça. Oui. Ok, mais je pense que, et ce qui est important avec la palpation, même aussi hors grossesse, mais c'est toujours vrai, et c'est sur ça qu'il faut insister, peut-être vraiment pour Octobre Rose, en fait, de connaître son corps, c'est que même s'il y a tous les changements de la grossesse et de l'allaitement, parce que c'est aussi valable pendant la grossesse, on peut aussi parfois passer à côté pendant la grossesse, ce qui est très important, c'est que tout signe anormal, inhabituel, peut-être juste alerte, soit à suivre. Et donc ça peut être un gonflement mais qui persiste, parce que les boules, pendant l'allaitement, on dit il y a une boule, mais alors si on masse un peu, qu'on draine, qu'on met du chaud, etc., à un moment, le canal, ça va se libérer, ça va partir. Donc ici, c'est une boule qui serait dure, qui resterait, qui est persistante, quoi. Un écoulement plutôt anormal, qui ne serait pas comme du lait, où on verrait une couleur différente, que le mamelon prendrait une forme différente, que le sein, quelque part, il y aurait un aspect un peu différent, une rougeur. Enfin, c'est vraiment, en fait, à partir du moment où on connaît ses seins, au fur et à mesure de la vie, à chaque période, en fait, on peut être plus vite, je pense, alerté par quelque chose d'inhabituel. Un aspect inhabituel, au niveau de la couleur, au niveau de la texture,
au niveau parfois d'un gonflement, mais aussi d'un enfoncement Oui. ou ce genre de choses. Complètement. Toutes ces choses peuvent alerter et donc du coup il est important d'aller Consulter. Simplement sans paniquer parce que plus c'est pris à temps, mieux c'est. Et donc en fait juste de prendre soin de soi en allant consulter et pour gérer ça au mieux. C'est une bonne chose à se rappeler. C'était ça aussi dont j'avais parlé dans cet épisode. C'était vraiment de dire, en fait, plus on se connaît, et puis plus on pourra voir s'il y a quelque chose qui change. Et donc je pense que les femmes, parfois, elles ont tendance à passer très vite devant le miroir, pas se regarder réellement, pas vraiment se toucher les seins, etc. Et que c'est peut-être juste une bonne habitude à prendre une fois par mois, d'aller faire une autopalpation quand on est sous la douche, etc. Se regarder dans le miroir, regarder ses seins dans le miroir, pour voir, ok, je suis comme ça, et ça c'est ma normalité. Oui. Et si jamais il y a quelque chose qui est différent, qui change, alors ça va m'alerter. Oui, c'est une preuve d'amour pour soi aussi, en fait, je pense. De vraiment prendre son corps, à bras-le-corps, j'allais dire, mais de vraiment s'approprier son corps et d'en prendre soin, en fait. Tout simplement. Mais c'est peut-être toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, et puis c'est pas le care qu'on nous apprend à avoir envers nous-mêmes. Donc, non. Justement, il est temps de changer cette vision, puis de faire en sorte que les filles, les femmes d'aujourd'hui acceptent en fait d'être elles-mêmes un peu les meilleures expertes d'elles-mêmes. Oui. C'est quelque chose, je pousse beaucoup les parents à être les meilleurs experts pour leurs enfants, et puis de bien connaître comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Mais en fait, on peut le faire pour soi-même. Et se rendre compte qu'on est soi-même expert de sa propre expérience. Puis quand on va chez le médecin puis qu'on dit en fait moi j'observe ça et c'est pas mon habitude et voilà, et ça a toute son importance. Donc c'est clair, et se faire confiance parce que personne on se connaît mieux que n'importe qui. Et même si parfois des médecins peuvent dire mais c'est pas inquiétant, en fait on s'écoute toujours parce que ça aussi il y a pas mal d'histoires comme ça où après ça retarde des prises en soin. Alors qu'en fait si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, au pire, on va chercher un nouvel avis. On s'écoute, quoi. Ouais. En tout cas, un tout grand merci, Shelly, pour cet échange. C'était très, très riche, très émouvant aussi de connaître ton histoire et puis que tu acceptes de le partager avec les auditeurs du podcast. Je pense que c'est important de parler aussi de ces histoires-là et puis de cette réalité-là parce que parfois, c'est trop caché. Tu vois, c'est quelque chose où on a tellement peur de la maladie, on a tellement peur de la mort, puisque toi-même tu disais j'ai tout de suite pensé à la mort, etc. Et donc du coup quand on parle cancer, on dit qu'on risque de mourir, et puis du coup c'est quelque chose qui est très caché. Et en fait peut-être que ça retarde aussi des prises de conscience parce que en fait comme on a peur, on retarde, on recule. Mais voilà, je pense que ta parole qui se libère et puis en faire profiter les autres, c'est un cadeau. Donc merci de ce cadeau pour les gens qui sont ici. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée. Et mais oui, j'espère que ça servira parce que c'est ça mon objectif en fait. C'est pas facile je trouve comme exercice, mais c'est trop important en fait pour garder ça pour moi. Donc c'est ça que je voudrais partager. C'est parfait. Maintenant c'est un peu très fort ce marketing quoi, tu vois, où on est à fond dans le rose et dans tout ça, mais où aussi, tu vois, les gens se disent, ok, moi j'ai pas envie de donner mon argent pour ça, pour un ruban, pour quelque chose, et que c'est devenu très marketing quand même, vraiment. Mais ce que je trouverais peut-être important de se dire, c'est que Octobre Rose, avant tout, c'est peut-être aussi les patientes qu'on connaît dans son entourage et les aidants. En fait, et que du coup, juste si on connaît une patiente ou une femme ou quelqu'un en fait qui vivrait quelque chose de dur, juste se dire en fait qu'est-ce que je pourrais faire pour elle, pour lui, amener un repas, c'est des choses en fait qu'on aborde très fort autour de la naissance aussi, tu vois, il faut un village en fait pour être là pour la famille, pour les parents, et c'est quelque chose où je me dis, en fait, on connaît presque tous quelqu'un où on pourrait peut-être être présent, alors que on est à 100 à l'heure dans notre quotidien, dans notre vie. On n'a souvent pas le temps, on n'a pas le temps peut-être d'être bénévole, d'aller, voilà. Et parfois, c'est des tout petits gestes, parce qu'il ne faut pas oublier les aidants, je crois que ils sont parfois oubliés aussi. Et puis si justement on a envie de contribuer et de participer aux associations, en fait, c'est les soutenir parce que
les associations vont aussi faire ce rôle pour les personnes malades et soutenir la recherche. Mais voilà, c'est parfois juste revenir à un petit geste qu'on pourrait faire à notre échelle, quoi. Parce que parfois on oublie ça, mais on fait comme on peut. On a besoin de remettre du lien et de remettre de l'humanité et du sens, du contact entre les gens. On est trop maintenant dans le lien social à distance, les réseaux sociaux, etc. Mais on aurait bien besoin de remettre tout à fait, c'est du vrai, toucher et de la rencontre en vrai. C'est Et puis vrai. d'être présent pour vrai, pour les gens. Oui, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi.